on voulait avoir vous deux sur scène aujourd'hui parce que et la Ligue de l'enseignement et l'Office français pour la biodiversité sont deux soutiens majeurs pour pouvoir organiser ces rencontres qui ont été une grande aventure à organiser et grâce à ce soutien-là, on a réussi à les organiser. Donc on voulait vous faire parler un petit peu et je voulais commencer par vous, Gaëlle Thévenot, parce que l'Office français pour la diversité, vous soutenez et vous... Et vous contribuez aussi au développement de la classe d'or, notamment par les aires éducatives. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Mais oui, tout à fait. Je suis ravie d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici parce que effectivement, donc l'Office français de la biodiversité soutient cet événement et de différentes façons. Donc, effectivement, le soutien financièrement, mais également aussi par l'organisation d'ateliers sur les aires éducatives. Donc je vais vous parler de ça. D'abord, je vous explique un peu ce que c'est que l'Office français de la biodiversité. Donc c'est un établissement public qui est assez jeune, qui date de 2020, qui résulte de la fusion de différents établissements publics et qui est sous tutelle du ministère de l'écologie et de l'agriculture. Et son objectif, comme son nom l'indique, c'est de préserver et restaurer la biodiversité. Moi, je suis donc directrice adjointe acteurs et citoyens dans une direction qui est donc dans la direction générale déléguée à la mobilisation de la société, qui, comme son nom l'indique, donc cherche à mobiliser donc l'ensemble de la société, des acteurs publics, privés, des citoyens et des citoyens quel que soit leur âge, donc également les jeunes, les élèves, les adolescents, pour dans cet objectif donc de préservation, restauration de la biodiversité et de l'eau, puisqu'on a aussi donc cette compétence eau assez forte historiquement. Et donc, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la biodiversité, c'est la diversité du bio, c'est-à-dire du vivant. Et donc, c'est bien sûr la diversité des espèces végétales, animales qui nous entourent, mais pas que. C'est la diversité aussi de génétique au niveau en fait, d'une même espèce. C'est la diversité en fait, des habitats, des écosystèmes. Dans ces espèces, il y a l'être humain, donc on fait partie en fait de ces écosystèmes. Et la biodiversité, c'est donc toutes les interactions entre ces espèces animales, végétales et ces écosystèmes, ces habitats. Et donc, pourquoi on la préserve? Parce qu'elle va mal, je pense que vous ne l'ignorez pas. Même si on a tendance à parler plus de changement climatique que de biodiversité, quoique ça commence à se... on commence à l'entendre un petit peu. Il y a eu un rapport il y a peu de temps sur l'effondrement, le déclin des oiseaux liés à l'agriculture intensive et en particulier à l'utilisation de pesticides. Voilà, donc ça commence à s'entendre, à se dire, à se diffuser. Et donc nous, on cherche à la préserver puisqu'elle s'effondre. Pour ça, en fait, on a comme pilier les rapports de l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité. En fait, c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais là pour la biodiversité. Et donc, cette IPBES donc, explique que, par plein de rapports scientifiques, que effectivement cette biodiversité s'effondre. Et pour la préserver, il en appelle en fait à des changements transformateurs. Et ces changements transformateurs, donc, c'est des changements profonds de la société. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme. Il faut changer donc les facteurs économiques, les facteurs sociaux, les facteurs technologiques, c'est-à-dire l'ensemble des fondements en fait de la société, et changer donc nos valeurs, nos objectifs. Donc, c'est vraiment un changement en profondeur. Et donc, j'en arrive à notre sujet de ces rencontres. Puisque, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on s'occupe de l'ensemble de la société, donc aussi des élèves, de l'éducation, avec donc, le service de la mobilisation des citoyens, avec Thomas Delage, le chef de ce service, qui est là en face de moi, qui peut lever la main. Et donc, on a dans ce service-là, en fait, un programme phare qui s'appelle le programme des aires éducatives.
et des aires éducatives qui se font donc bien sûr à l'extérieur. Alors, d'où viennent-elles en fait ces aires éducatives ? Elles viennent des îles Marquises. Une petite fille un jour, voyant en fait un grand rassemblement scientifique officiel pour la création d'une aire marine protégée, pour la protection en fait de cette aire marine, a dit bon ben c'est super, mais pour nous les enfants, qu'est-ce qu'on a ? Nous aussi on veut notre aire protégée, notre aire marine protégée. Et donc c'est comme ça que sont nées en fait les aires éducatives, par une aire marine éducative dans les îles Marquises. C'était en 2012. Petit à petit, en fait, en 2016, ça a commencé à se généraliser, à s'étendre donc à l'ensemble du territoire français, donc outre-mer et métropole. Et donc c'est devenu un programme qui est donc porté par en fait c'est l'OFB qui le met en œuvre, mais il est donc piloté également avec 3 ministères, donc écologie, éducation nationale et outre-mer, puisque outre-mer naissance dans les îles Marquises. Et alors, ces aires éducatives, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont en fait, c'est un projet décidé par des élèves d'une classe, alors avec leurs enseignants, avec souvent, parfois, en fait, des associations qui montent le projet avec l'enseignant et qui, tout au long de l'année, en fait, vont être autour d'une zone naturelle dont ils vont en fait s'occuper de la gestion. Cette zone, elle sera soit littorale, soit terrestre, puisque maintenant on en a surtout en fait des terrestres, alors qu'initialement elles étaient surtout marines, littorales. Et donc en fait toute l'année leur programme va être, alors pas tout leur programme, mais une bonne partie de leur programme, donc axé sur la gestion de cette zone naturelle. Avec en fait tout un développement aussi de démocratie participative, puisque en fait ces élèves s'organisent en conseil. Donc on a un conseil de la mer pour des aires marines éducatives, un conseil terrestre pour les aires terrestres éducatives, et donc ça développe donc à la fois bien sûr la reconnexion à la nature, la découverte du vivant, qu'est-ce que c'est que le vivant, à quoi ça sert, et comment donc je m'insère là-dedans et je peux agir et le protéger. Et puis donc cette dimension de ces élèves qui discutent ensemble et qui décident ensemble de qu'est-ce qu'ils vont faire en fait sur cette aire éducative. Donc voilà, un programme phare de l'OFB, il y en a 1000 à l'heure actuelle, des aires éducatives. On a un objectif qui est ambitieux et qui est porté par les ministères de 18 000 en 2030. Donc voilà, donc on compte sur vous tous pour développer ces aires éducatives auxquelles on croit, qui s'inscrivent en plein dans la classe dehors. Et puis, on anime donc pendant ces journées des ateliers sur les aires éducatives. Donc, vous pouvez y participer. Ils sont animés par, en face de moi, donc on a Marion Besançon, François Morisseau et Ornella. Alors, Ornella qui vient de nous rejoindre, je ne me rappelle plus son nom. Vous pouvez lever les mains aussi. Donc, plein d'ateliers organisés pendant ces journées. Et voilà, je vous invite à y participer pour découvrir ce que c'est et pouvoir les mettre en place, si vous le souhaitez, dans vos établissements. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Étienne Butzbach, vous êtes vice-président de la Ligue de l'enseignement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi la Ligue a voulu s'impliquer dans toute cette histoire ? Alors ça fait drôle ce que tu me vois, mais bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'être très court parce que moi aussi j'étais au soleil tout à l'heure et je sais ce qu'éprouve un certain nombre d'entre vous. Il y a des malins qui ont trouvé de l'ombre, mais donc d'abord très heureux au niveau de la Ligue d'être impliqué dans cette aventure avec aux côtés de la Fabrique des communs pédagogiques et avec l'ensemble des partenaires sur un thème qui finalement nous est très cher au niveau de la Ligue. Quoi de plus naturel pour la Ligue, grand mouvement d'éducation populaire, que de se retrouver sur le fond et sur la forme, je vais y revenir, impliqué dans cette dynamique à travers ces rencontres, face aux défis majeurs qu'on rencontre aujourd'hui. C'est Bernard Charlot qui a écrit un livre, Éducation ou barbarie. On voit bien qu'aujourd'hui, le défi éducatif est un défi majeur et classe dehors peut être un des leviers qui peut nous permettre de faire avancer. Notamment, alors,
c'est d'abord pas quelque chose de complètement nouveau, la classe dehors, hein, puisque il y avait les classes promenades. Ariane Azema, qui est là, qui est déléguée, a fait une très belle contribution dans le cadre du colloque scientifique sur l'histoire, justement, du dedans-dehors de l'école et de ce mouvement. Et puis, plus récemment, la Ligue est très impliquée, notamment à travers les classes découvertes. Il y a là, ici, plusieurs animateurs des classes découvertes dans nos fédérations. Alors, il y a un atelier aussi, je vais faire un peu une petite page de publicité, là. Il y a un atelier pour pouvoir découvrir avec eux le renouveau des classes découvertes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette dynamique de classe dehors revêt d'autant plus d'importance au sortir de la crise sanitaire et face à l'urgence écologique. Hein, alors, je l'ai dit, deux aspects. Sur le fond, il nous semble qu'à travers cette question de la classe dehors, ça questionne deux choses essentielles. D'abord, qu'est-ce que l'école aujourd'hui, enfin, quelles sont les méthodes? On parlait de la forme scolaire dans une table ronde. Comment aujourd'hui l'école de la République peut-elle, et l'école publique peut vraiment être l'école publique pour la réussite de tous les enfants? On sait qu'il y a beaucoup à faire, on est encore loin de la coupe aux lèvres, et il y a de profondes évolutions qu'il s'agit de faire, notamment sur le plan pédagogique. Et pas seulement, aussi au niveau de la considération des enseignants, des éducateurs et de l'ensemble des participants de la communauté éducative. Donc la Ligue milite pour une école publique ouverte sur son environnement, qui soit capable de pouvoir travailler avec l'ensemble de la communauté éducative pour pouvoir intervenir aussi sur l'ensemble des temps de l'enfant, dans le temps scolaire, mais aussi dans le temps post- et périscolaire ou avec la famille. Donc premier élément de la classe dehors, et les intervenants précédents l'ont fort bien dit, et il y a eu des choses très belles écrites aussi par la Fabrique des communs sur l'impact pédagogique, effectivement le levier pédagogique que revêt la classe dehors. C'est cette question de la démarche expérimentale, c'est le contact avec le réel, c'est aussi le rapport aux autres, hein, à travers les pratiques de classe dehors. Bref, une palette extrêmement importante d'éléments qui peuvent être mobilisés pour l'apprentissage des enfants et des jeunes. Et puis le deuxième élément central aussi, c'est la question qui nous interroge aujourd'hui du rapport au vivant et à la nature, hein, avec des modifications fondamentales qu'il faut que nous engagions. J'ai parlé de l'éducation et en anthropocène. On travaille ces questions en relation avec des associations partenaires comme les Saventuriers, qui sont aussi présents lors des rencontres. Et pour nous, cette question est une priorité pour la Ligue. Nous avons en 2021 sorti un texte qui s'appelle « Transformation et urgence écologique, habiter ensemble un monde commun », dans lequel nous souhaitons engager la Ligue aux côtés de l'ensemble des forces vives de la société sur ces mutations qui sont extrêmement importantes. Et là, la classe dehors est aussi un formidable levier pour pouvoir permettre aux jeunes et aux enfants d'acquérir ce nouveau rapport anthropologique, finalement, à la nature et au vivant, qui nous semble essentiel de construire aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième élément qui nous a beaucoup intéressé dans cette question de la classe dehors, c'est la méthode. C'est la méthode, c'est la fabrique des communs pédagogiques. Hein, c'est le fait de pouvoir finalement renouveler et revivifier le concept d'éducation populaire. Hein, non pas que nous soyons complètement sclérosés dans nos... On parle souvent de la Ligue comme une vieille dame, puisque oui, je vois Benjamin qui fait des grands signes, mais nous pensons que la Ligue est porteuse aussi d'avenir, mais elle doit aussi se confronter et se nourrir de cette expérience, de ces nouvelles formes d'association, hein, que nous sommes en train de bâtir en commun, puisque c'est une association que je trouve extrêmement féconde entre la Ligue et la Fabrique des communs pédagogiques pour inventer de nouveaux modes de mise en réseau. Et vraiment, je trouve que la méthode qui était choisie pour pouvoir, la méthode participative, conviviale, collaborative, basée sur la réciprocité, sur l'échange, échappant à la loi des reins du marché, comme on dit. Hein, parce que malheureusement, on est dans une époque où tout semble marchandise, y compris l'éducation. Et il est important de développer des démarches de ce type qui, pour moi, sont exemplaires et sont un peu à l'illustration de ce que nous souhaiterions développer comme action publique collective, notamment sur les politiques publiques d'éducation. Avec aussi la mobilisation de l'ensemble des acteurs, et notamment les enfants et les jeunes, considérés comme des acteurs et des auteurs à part entière. Et je crois que la démarche de la ville à hauteur d'un enfant, telle qu'elle va s'illustrer demain, en est un élément central. On ne changera pas l'éducation sans aussi voir que les enfants et les jeunes ont des choses à dire et doivent participer pleinement
à cette transformation. Bref, on voit bien que cette rencontre, pour moi, illustre, et pour nous, la Ligue, illustre finalement la mobilisation de la communauté éducative ancrée dans les territoires, autour de ces écosystèmes éducatifs que nous appelons de nos voeux, hein, et qui nous appartient de développer à travers des projets éducatifs dans les territoires. Donc, merci à Benjamin, Charlotte, Nicolas, Thomas, Christophe, Marie, enfin, je ne vais pas tous les citer, hein, et tous ceux qui composent ce réseau improbable de la fabrique des communs pédagogiques, sans qui cette rencontre n'aurait pas vu le jour. Merci à la ville de Poitiers. Ça fait plaisir d'entendre des élus tenir un tel discours, hein. On aimerait bien que tous les élus, j'étais moi-même élu, je pense que je tenais un discours un peu comme ça, mais on aimerait bien qu'il y ait quand même beaucoup plus d'élus qui puissent avoir ce discours aujourd'hui. Bon, le soutien de la ville de Poitiers a quand même été un élément essentiel, hein. Les élus, les services, hein. J'oublie pas aussi tous ceux qui au jour le jour contribuent à succès. Merci aussi à l'éducation nationale, hein. C'est aussi une vénérable institution dont on connaît aussi à la fois la force de frappe, mais aussi les pesanteurs et l'appui qu'a apporté le rectorat, la rectrice, Madame la rectrice, et on le voit bien à travers ses propos, est un appui qui est aussi absolument essentiel. Et puis merci aux associations et à vous tous, hein, qui ferez la saveur de ces rencontres. Et donc il me reste qu'à souhaiter qu'elle soit l'occasion d'échanges et de rencontres riches et fécondes. Et comme dit le poète Antonio Machado, marcheur, le chemin, il n'y a pas de chemin, hein, le chemin se fait en marchant, se construit en marchant. Merci.